Tu te rappelles Foot de rue? Comment oublier? C'est une des meilleures séries sur le football de sa décennie. Que dis-je? De sa bidécennie. Voire des 2 siècles. T'exagères pas un peu? À l'instar de pas mal de séries, celle-ci serait à peu près parfaite si elle s'était contentée de sa saison 1, mais a été prolongée par 2 saisons d'une suite très dispensable et assez moyenne. Même cette suite n'aurait pas dû être moyenne, elle aurait dû être catastrophique vu la tournure que prend la fin de la saison 1. Le fait qu'elle soit simplement moyenne et ne sabote pas l'expérience de la saison 1, c'est en soi un mérite. Le seul véritable bémol, c'est la note amère et désespérée sur laquelle elle finit pour de bon, en livrant comme conclusion que si l'enfance c'est si précieux, c'est parce que ça ne dure pas, et que le jour où il faudra renoncer à tout ce qui en fait la saveur arrivera inéluctablement. Mais si ce genre de choses me rebute à titre personnel parce que ça ne correspond pas à mes besoins de spectatrice, on ne peut pas nier que c'est profond et sensé comme conclusion. Non, je n'aime pas tout dans Foot de rue, mais je persiste et signe. La meilleure série de foot de la décennie. Tu sais que cet avis n'est pas unanimement partagé. Il y en a qui se souviennent de Foot de rue et en parlent comme d'une série fade qui fait pas le figure à côté de Galactic Football. Comment tu l'expliques? Je me l'explique pas. Du tout. Galactic Football est une série appréciable, mais elle est assez superficielle. Elle tient le spectateur en haleine en mélangeant une grande quantité d'intrigues qu'elle fait avancer très lentement, ce qui fait qu'on a toujours envie de voir l'épisode suivant pour savoir ce qui va se passer. Foot de rue a moins misé sur la quantité et plus sur la qualité. Il y a beaucoup moins d'intrigues, mais celles qu'il y a sont très approfondies. Et si elles ne sont pas racontées avec suffisamment de fioritures pour entretenir le suspense, elles laissent du coup la place à la réflexion et au sens. Je trouve, moi, que c'est Galactic Football qui fait pas le figure à côté de Foot de rue. Foot de rue est une série de Serge Rosenzweig. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. C'est pas la première fois que nous l'évoquons dans cette émission. Comme vous voyez, il a du background. Sauf tout le respect que je dois à Serge Rosenzweig, ce n'est pas à lui, ou du moins pas seulement, que la série doit son caractère atypique. Elle le doit surtout au fait d'être une adaptation très libre d'un roman satirique très sombre pour adultes très adultes sur l'Italie des années 90. La satire très sombre pour adultes très adultes et l'Italie des années 90 m'ont sans doute échappé au visionnage. Il est aussi vain de comparer Foot de rue à la Compagnie des Célestins dont elle est adaptée que de comparer Albert le 5e mousquetaire au roman d'Alexandre Dumas. Même pas! Albert c'est une parodie, mais en dépit du fait de n'avoir rigoureusement rien à voir, même pas le titre, on sent tout de même l'inspiration du roman qui transpire dans la série. En tout cas, la satire sociale n'en a pas complètement été retirée. À part pour dire ça, ça a un intérêt de parler du roman pour expliquer que la série soit ce qu'elle est? Non. Mais comme c'est un roman relativement obscur et qui gagnerait à être connu, je vais quand même le faire. La Compagnie des Célestins, de Stefano Benni, est tout le contraire d'un conte pour enfants. En fait, si vous avez lu l'Ancien Testament et que vous avez trouvé le passage sur Sodome et Gomorrhe particulièrement sombre, dites-vous que Sodome et Gomorrhe, c'est oui oui à la plage comparé à la Compagnie des Célestins. Sauf que c'est raconté de manière humoristique. Mais attention, vitriolé l'humour. Le roman, ou plutôt la fable, se passe dans le pays imaginaire de Gladonie, dont toute ressemblance avec l'Italie natale de l'auteur ne serait absolument pas fortuite. Une bande d'orphelins reçoit dans son orphelinat un courrier du grand bâtard, une espèce de divinité des pauvres et des laissés pour compte, pour les inviter à représenter la Gladonie au championnat mondial de foot de rue. Un sport clandestin et prohibé, réservé aux pauvres et aux laissés pour compte. Problème, 2 joueurs de leur équipe ayant été récemment adoptés, ils doivent en recruter de nouveau de toute urgence, et pas n'importe lesquels parce que c'est pour le mondial tout de même. Ils fuguent donc afin de rechercher les joueurs qu'il leur faut, poursuivis par les curés, les services sociaux, les journalistes et Berlusconi en personne, ou plutôt Mussolardi comme l'appelle le roman, qui voilà l'occasion de découvrir où le mondial de foot de rue se joue. Oui, il s'appelle Mussolardi, mais c'est une caricature de Berlusconi, pas de Mussolini. Je n'entrerai pas davantage dans les détails, vous aurez compris que le sujet du livre, ce n'est absolument pas le foot. Je vais même plus loin, les enfants ne sont pas les personnages principaux. L'action suit davantage leurs poursuivants pour mettre en exergue leur monstruosité. Dans les commentaires de la vidéo sur Chasseurs de Dragons, vous avez été plusieurs à nous dire que la série, en tout cas ses personnages, était clairement inspirée de Des souris et des hommes de Steinbeck, un autre livre pour adultes très sombre et beaucoup plus pessimiste que ne peut l'être la série Chasseurs de Dragons. Foot de rue est une adaptation de la Compagnie des Célestins, au même titre que Chasseurs de Dragons est une adaptation de Des souris et des hommes. Ça n'a rien à voir, mais on sent quand même la source d'inspiration. Sans aller jusqu'à faire passer Sodome et Gomorrhe pour Oui Oui à la plage, Foot de rue reste relativement sombre comme série. Je crois pas que sombre soit le mot. On y trouve toute la positivité qu'on ne trouve pas dans la Compagnie des Célestins. Ok, les adultes sont corrompus et malveillants, mais il y en a à qui on peut faire confiance. Ok, la société est injuste et cruelle, mais il y a toujours moyen de s'en sortir par les études ou les projets. Si Foot de rue est quelque chose, c'est surtout cru. On ne s'attend pas à ce qu'un dessin animé décrive avec si peu de pudeur la misère et le racisme. Là-bas,
Il a vu plein d'étrangers, mais pas des comme vous et moi. Des vrais, qui viennent d'ailleurs. Sérieusement? L'univers de foot de rue n'est pas un univers désespéré. Nous sommes tout de même dans une série pour enfants, pas dans Spawn. Mais ce n'est franchement pas un univers de bisounours non plus. Des gosses vivent dans la rue, la violence est monnaie courante dans les cités, les laboratoires pharmaceutiques se servent d'enfants naïfs comme cobayes pour leurs produits dopants, et ce n'est même pas par volonté documentaire, car c'est censé se passer en France, l'Italie y est présentée comme un pays étranger, et certaines situations sont invraisemblables par rapport à la législation française. C'est un univers où vivre et être un enfant n'est pas facile, ce qui justifie que les 10 enfants aient besoin du foot de rue comme échappatoire. Il ne s'agit pas seulement d'échappatoire, il s'agit de construire quelque chose qui soit plus fort que le monde des adultes, un espace qu'ils ne puissent ni envahir, ni détruire, ni corrompre, et où les règles soient seulement celles qu'il faut pour se sentir bien. En tout cas, même en décidant de faire une série positive pour les enfants, on ne pouvait pas le faire dans un univers où tout va bien pour tout le monde. Ça aurait transformé le foot de rue en insubordination illégitime de gamins privilégiés insupportables. Tu vas vraiment faire le mur ce soir? Bah, il faut bien. Si je demande à ma mère, elle dira non. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bref, il fallait que l'univers, sans aller jusqu'à être aussi cruel que celui du livre, soit cru. Et le graphisme de la série est tout à fait adapté à cette crudité. Il est vraiment particulier, et parfaitement maîtrisé. On ne relève quasiment aucun problème technique au niveau visuel. Bon, liste exhaustive des exceptions histoire de s'en débarrasser. Ici, Héloïse est presque aussi grande que le rez-de-chaussée du bâtiment, et ici, il fait jour alors qu'il est censé faire nuit dans l'intrigue. Là, Héloïse fait tomber toujours les deux mêmes livres. Ici, le texte des pancartes autour du cou des sorts des technos, c'est du charabia. Ici, les deux jumeaux sont dans le cadre alors que l'un d'entre eux, Tech, est censé être absent. Et comme souvent dans les dessins animés, les livres sont des mangas. C'est tout ce que nous avons relevé. S'il y a autre chose, c'est tellement discret que ça nous a échappé. Ce à quoi ça ressemble, c'est exactement ce à quoi ça veut ressembler. Et c'est pas banal. Déjà, le choix des couleurs, les traits de contour épais façon saison 2 de Sacré Dragon, ça a de quoi surprendre. Mais surtout, les personnages sont difformes comme dans une série humoristique. Alors qu'humoristique, la série ne l'est pas plus que ça. Autant que Code Lyoko, ou à la rigueur Sourire d'enfer. On ne recule pas devant les bons mots ou les gags visuels loufoques, mais on n'est pas dans un cartoon. Surtout, les éléments visuels ne sont pas nécessairement porteurs d'informations, donc on ne peut pas se fier au design des personnages pour déterminer quel va être leur rôle dans l'intrigue. Franchement, si je vous montre ces deux personnages, est-ce que vous saurez me dire lequel va devenir l'ennemi juré du héros et lequel va devenir son mentor et modèle? C'est pas aidé par le fait qu'ils s'appellent respectivement Ben et Requin. Trêve de palabres, il est temps de présenter le pitch. Sébastien Tagano, dit Tag, orphelin sous la tutelle d'une directrice de collège pour jeunes défavorisés, vit en pension dans le dit établissement, l'Institut Riffler, et s'adonne durant les récréations à sa principale passion dans la vie, le foot. Ce ne serait pas trop marrant de jouer tout seul. Heureusement, il y a d'autres passionnés de foot parmi les pensionnaires. Déjà son meilleur ami, Gabriel, premier de classe et fils d'un couple de médecins sans frontières qui le laissent en pension parce qu'ils sont toujours aux quatre coins du monde et ne peuvent pas s'occuper de lui. Ensuite, il y a les jumeaux, Tech et No. Tarek et Nordine, dit Takeno. Leurs parents ne sont pas assez cruels et inconséquents pour les appeler réellement comme ça. Par contre, ils le sont assez pour les mettre en pension sous prétexte qu'ils sont trop occupés avec leurs cadets. Aîné d'une famille de 10 enfants, ça pardonne pas, tu sais. Oubliez, une fois de plus. Oui, vous m'avez bien entendu. Si Tag et Gabriel passent leur week-end à l'Institut Riffler, c'est parce qu'ils n'ont pas de parents pour venir les chercher. Si Tech et No y restent, c'est parce que les parents oublient de venir les chercher. Ils ne les laissent même pas volontairement parce qu'ils les aiment pas, ils les oublient parce qu'ils s'en foutent. Le juge des enfants est au courant de ça? Sans doute pas. Bref, on va passer rapidement sur les détails. Un jour, un de leurs camarades de jeu, Tony, se fait piquer son ballon par deux grosses brutes venues du port qui ne lui rendront que s'il gagne contre eux à un duel de foot en équipe. Venu à la rescousse de Tony, Tag est approché par un troisième kidam à la tronche improbable, visiblement chef des deux brutes, et qui, impressionné par le talent et la mentalité de Tag, lui propose de l'initier au foot de rue. Foot de rue? Kezako. Le kidam à la tronche improbable répond donc au doux nom de requin. On ne lui connaît pas d'autre nom. Et allez, évacuons une bonne fois pour toutes le sujet de son design. À la question que vous vous posez tous, à savoir... Je me demande comment il est sans sa casquette. La réponse est oui, il a un aileron sur la tête. Il a également un appareil dentaire dont on se demande quel dentiste lui a posé vu qu'il est à la rue. Bref, il a une tête tout droit sortie de la galerie des monstres. Et oui, c'est un personnage non seulement positif, sa première action dans l'intrigue consiste à recadrer ses deux acolytes pour leur tentative de raquette, mais surtout, c'est un personnage sérieux. Dans les saisons 2 et 3, on se met à lui donner un rôle de comique, qui va mieux avec sa tête. C'est les saisons 2 et 3, le scénario s'y égare très souvent. Où j'en étais? Requin donc explique le principe et donne quelques règles de base. Celle qui va le plus nous intéresser est qu'une équipe comporte 5 joueurs. Garçon, fille, animal, n'importe qui peut jouer. Un animal? Je ne peux pas m'empêcher de relever que toutes les règles qu'il cite, et celles qu'on découvrira par la suite, sont bel et bien énoncées dans le bouquin.
L'inverse n'est pas vrai. Le livre énonce des règles sur la hauteur des buts et l'endommagement minimal du ballon qui n'ont pas cours dans la série. Mais dans l'ensemble, les différences tiennent plus de la simplification que de l'ajustement. Au foot de rue, tout est permis, sauf les coups de poing, les coups de pied et les doigts dans l'œil. Sauf que dans le bouquin, c'est présenté comme volontairement irrévérencieux et comique, alors que dans la série, c'est présenté sur un ton tout ce qu'il y a de plus sérieux. Bon, en même temps, les règles qui ont été conservées sont loin d'être déraisonnables. On voit la logique de s'arrêter pour les corbillards et les ambulances, et dans la série animée, les pompiers. Au foot de rue, on peut jouer avec toute la rue. On s'arrête seulement pour les ambulances, les pompiers et les corbillards. Il y a dans le livre des règles autrement plus irrévérencieuses, dont il n'est curieusement pas fait mention dans la série. Et tu trouves ça raisonnable le fait que si un chien entre sur le terrain et se met à courir après le ballon et marque un but, il est considéré comme faisant partie du jeu ? Je vois la logique que tout ce qui entre sur le terrain fasse partie du jeu. On parle d'un sport où l'environnement n'est pas maîtrisable et doit être maîtrisé, c'est ça le défi. Et c'est en s'appuyant sur ça que la série arrive à nous intéresser au foot. Les stratégies et les techniques que les héros développent autour de la façon dont ils vont exploiter le décor sont un vrai challenge intellectuel. On n'est pas en train de regarder une bande de décérébrés qui s'amuse à taper dans un ballon. Bref, Tag et sa bande s'adaptent plus ou moins à cette façon de jouer et impressionnent suffisamment Requin pour qu'il les présente comme nouvelle équipe de foot de rue aux autres équipes de foot de rue de la ville. Parce que oui, c'est pas juste un jeu comme ça que les gamins du coin pratiquent à la cool de temps en temps. Non, il y a toute une organisation clandestine qui planifie des matchs et des compétitions. Et Requin est le chef de cette organisation. Clandestine est à prendre au sens où seuls les joueurs de foot de rue savent où, quand et avec qui un match va être organisé. Par définition, le foot de rue c'est dans la rue, alors quand il y a un échange de balles, les rivaux en profitent à leur corps défendant. Les tirs mal cadrés faisant parfois des dégâts et les matchs provoquant des nuisances sonores, le foot de rue incommode pas mal les adultes. Pour s'attirer leur sympathie en vue d'être réélu, le maire de la ville lui a déclaré la guerre et a lancé sa police sur la trace des joueurs. Par bonheur, la police n'est pas très vivace et les joueurs, eux, sont très malins. On pourrait faire 26 épisodes sur des gamins qui rusent pour jouer leur match de foot tout en échappant à la police. Mais la série est plus ambitieuse. Nous sommes en 2000, Internet commence à se démocratiser. Découvrant que le foot de rue se pratique dans d'autres pays, Gabriel a l'idée de créer un forum de discussion sur le foot de rue. On est réellement sûr qu'on est en 2001 ? On paye en euros dans la saison 2. C'est la saison 2, le scénario s'y égare très souvent. Quoi qu'il en soit, c'est un anachronisme. On est l'année du dragon après que la France ait gagné la Coupe du Monde. Ça laisse pas beaucoup de choix. On est donc en 2000 ou 2012. Et en 2012, c'est pas un forum que Gabriel aurait créé, mais une page Facebook. Bref, Gabriel crée un forum de discussion, et se rend compte que celui-ci attire des enfants du monde entier. Parce que partout dans le monde, on joue au foot de rue. Nous nous sommes émus dans une précédente vidéo que la série fasse l'effort rare de faire parler des personnages de nationalités différentes dans des langues différentes. Now we have a World Cup to play. Il est vraiment trop ce type. Elle le fait vraisemblablement parce que c'est là un point clé de l'intrigue. De par le monde, les langues et les cultures diffèrent, mais le foot de rue est le même parce que le besoin d'échappatoire est le même. Et c'est là que Tag ose dire à voix haute ce que tout le monde pense tout bas depuis des générations, à savoir que jouer avec les enfants de sa ville, c'est cool, mais qu'organiser un mondial de foot de rue, ce serait encore plus cool. Sa déclaration est le signe qu'attendait une ONG dirigée par un ancien footballeur professionnel qui prend en charge d'organiser l'événement. Malheureusement, même l'intervention de ce joueur ne convainc pas le maire d'autoriser le foot de rue dans sa ville. Du coup, ce mondial s'organise dans la clandestinité. Ce joueur. Foot de rue se passe-t-elle dans notre monde ou dans un monde parallèle ressemblant au nôtre ? Le fameux footballeur président de l'ONG Enfants du Monde qui organise le mondial de foot de rue s'appelle Luis Orlando et est surnommé Fédé. On ne nous précise jamais sa nationalité, mais le maire de la ville où se situe l'action le qualifie d'étranger. Il est triple champion du monde, palmarès qu'un seul joueur du monde réel peut revendiquer, le Brésilien Pelé. Il est très clair, d'après la façon dont on parle de Fédé, que dans l'esprit des auteurs, c'est Pelé. Oui, tout le monde pense la même chose. Mais on s'en fiche un peu au fond, car le coup du champion légendaire avec un pseudo en 4 lettres est plus une private joke qu'une véritable allusion. La véritable allusion, c'est un joueur qui apparaît dans un épisode, Z, qui est très clairement Zidane, et qui, grâce au héros, rejoindra le club local plutôt que d'accepter le contrat avantageux que le Real Madrid lui propose. Quand on vous dit qu'on est en 2000. Cette pudeur sur le nom de Zidane est d'autant plus étrange que dans l'épisode 1, Zidane est cité nommément et qu'il est par ailleurs bien imité tant physiquement qu'au niveau de la voix. Le club est sympa, l'équipe aussi et le contrat est bon, mais le maire, ce Maroni... Témoignage ultime du changement d'état d'esprit de la série après la saison 1, la saison 3 fait carrément intervenir Nicolas Anelka se doublant lui-même pour un double épisode. Bon esprit, hein. Toi, c'est Jérémy, c'est ça? Un petit coup de pub pour la série. Le double épisode a même été vendu en DVD à part du reste, c'est dire. On digresse. Mais on va de toute façon s'arrêter là pour le résumé. Vous avez compris que la série est un feuilleton qui va raconter la préparation puis le déroulement de la Coupe du Monde de foot de rue. Rien que le fait que la série se paye le luxe d'être un feuilleton, alors qu'elle aurait très bien pu se contenter d'être une série semi à suivre ou pas à suivre du tout, et être très bien quand même, suffit à justifier que vous vous y intéressiez. Certes, mais le souci d'être une série à suivre, c'est qu'on s'impose d'avoir une continuité.
Or, la continuité n'est pas toujours à la hauteur de cette ambition. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est très à la hauteur, au contraire. Pour les choses importantes, oui, mais les détails sont souvent dépendants de la nécessité du scénario, en particulier les règles du foot de rue. On nous dit plusieurs fois et explicitement qu'il ne peut pas y avoir de match nul au foot de rue. Mais dès que c'est nécessaire pour faire une bonne scène, cette règle passe à la trappe. Peut-être, mais à côté de ça, à la saison 3, ils se souviennent toujours qu'un animal peut faire partie de l'équipe. Et pourtant, c'est la saison 3, le scénario s'y égare très souvent. Par contre, à la saison 3, on nous sort une règle à la con qui n'existait pas dans la saison 1, comme quoi une équipe doit obligatoirement avoir au moins une fille. Non, pas une règle de mixité, il y a des équipes non mixtes composées uniquement de filles. C'est pas une incohérence en soi, ça a pu être décrété à partir du moment où le foot de rue s'est mis à devenir une activité officielle. Je sais pas si ça compte comme une incohérence, mais en tout cas c'est crétin. Ce genre d'initiative aurait normalement pour but de contrebalancer le fait que peu d'équipes ont le réflexe de recruter des filles. Or ça, dans l'univers de foot de rue, c'est complètement faux. Les équipes de la saison 1 sont déjà quasiment toutes mixtes. La plupart de celles qu'on voit jouer le sont déjà avant même l'organisation du premier mondial. Les 3 exceptions qui viennent à l'esprit sont l'équipe des méchants, l'équipe de requins qui vit dans la rue et dont on suppose du coup que la composition masculine s'est faite par la force des choses plutôt que par choix, et l'équipe américaine, les Diables du Bronx, entièrement constituée de filles sans que ça fasse jamais l'objet d'aucune remarque de la part des joueurs masculins. Est-ce que le fait que 2 d'entre elles se fassent draguer compte comme une remarque ? Non, elles se font draguer hors du temps de jeu, et le fait qu'elles soient joueuses dans une équipe entièrement constituée de filles n'entre pas en compte. Quoi qu'il en soit, toutes les filles ne sont pas pareilles, donc je peux pas parler au nom de toutes, mais moi, si je faisais du foot de rue, je préférerais être considérée comme n'importe quel joueur et être recrutée pour mon talent. Quand bien même cette mesure de la fédération de foot de rue aurait été prise pour me venir en aide, je me sentirais profondément blessée dans ma dignité si on me choisissait, non pas parce qu'on me veut en tant que joueuse, mais parce qu'il y a un quota à remplir. Tu sais, pas mal de gens considèrent que la dignité c'est surfait quand il s'agit de faire carrière. Peut-être, comme j'ai dit, je ne peux pas parler au nom de toutes les filles. Tout le monde n'a pas forcément pour objectif à long terme que tout le monde soit traité et considéré pareil. Je suis tentée de signaler qu'en tout cas, les joueuses de l'équipe des héros dans... cette suite après fin fermée sur laquelle on reviendra. Bon bref, les joueuses de l'équipe d'un foot de rue extrême sont plutôt comme moi et sont tracassées par l'idée d'avoir été recrutées pour remplir un quota. Ça veut dire que si le règlement du foot de rue extrême n'obligeait pas les équipes à être mixtes, on ne ferait pas partie de la team. Preuve qu'imposer d'avoir des filles dans l'équipe est évidemment une mauvaise idée. Notons que Galactic Football gère mieux la question de la mixité, en la présentant comme quelque chose qui se fait naturellement, qui n'est vraisemblablement jamais imposé et commenté seulement une fois. Ouais, enfin, la fois où elle est commentée, c'est pour dire que c'est sexy d'avoir un match de demi-finale où les 2 équipes sont entièrement féminines. C'est quand même pas bien fin. Pour foot de rue, ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette mesure réglementaire sur la présence de filles dans les équipes est prise dans un contexte où il a été démontré qu'elle était inutile. Ça crée un ou 2 scénarios potentiels pour des épisodes, mais ça sort de nulle part, ça n'est jamais introduit ni justifié, et c'est agaçant. Bon, par contre, tu avais raison de dire qu'en dehors de ces détails étranges sur les règles des matchs, la série fait de vrais efforts pour que son univers soit cohérent. Un figurant qui a servi une fois dans un épisode pourra toujours réapparaître à la saison suivante, et rien de ce qu'il dira n'entrera en contradiction avec ce qu'on a vu de lui avant. Et il n'y a aucun cas de « mais si, j'ai toujours été là, je vous jure », ce qui est déjà plus que ce qu'on peut dire de Galactic Football. À la rigueur, on repère dans la saison 3 que les épisodes ne sont logiques que si on considère que l'ordre chronologique et l'ordre de diffusion ne sont pas le même. Dans l'épisode 5, les Celtics sont dits invaincus alors qu'ils ont perdu contre les Side dans l'épisode 2. Et dans l'épisode 7, Jérémy obtient un job qu'il a déjà mentionné avoir auparavant. Là, t'es en train de donner plus de détails qu'on ne peut en comprendre quand on part uniquement sur la base de notre résumé. Va falloir qu'on développe un peu. Mais déjà, vous aurez relevé qu'on a soigneusement évité dans ce résumé de dire le nom de la ville où se passe la série. Mais si vous avez vu ne serait-ce qu'une carte postale, vous aurez reconnu Marseille. La ville s'appelle Port-Marie, et Marseille existe dans l'univers de l'histoire. C'est même important dans le scénario d'un épisode. Oui, mais c'est la saison 2, le scénario s'y égare très souvent. Entre les paysages qui sont similaires et le fait qu'il y ait un Olympique de Port-Marie, difficile de nier, c'est Marseille. Oula! Donc a priori, la série ne se passe ni dans la Gladonie imaginaire du livre, ni en Italie, mais bien en France. Et c'est là qu'il commence à y avoir quelques soucis. Rien qui entrave réellement le plaisir de visionnage. Mais qui fait quand même tiquer la fille de juge des enfants que je suis. Je veux bien croire que les services sociaux ne soient pas au courant que les parents des technos les abandonnent en pension, ou que Requin et sa bande, mineurs déscolarisés et SDF, squattent un entrepôt du port sans jamais être récupérés et placés par les forces de l'ordre.
Je veux bien croire que, dans des circonstances très particulières, les enfants défavorisés soient scolarisés dans un institut privé financé par un riche entrepreneur comme association caritative. Je peux même aller jusqu'à croire que, sous la pression, les policiers commettent des bavures telles que mettre des menottes à un mineur ou le détenir en cellule alors que c'est illégal. Mais que le maire se mette en difficulté en attirant lui-même volontairement l'attention des journalistes sur l'anecdote, c'est déjà beaucoup plus difficile à comprendre. La série est censée se passer en France, mais à part qu'on voit des euros et qu'on évoque la victoire récente du pays des héros à la Coupe du Monde, avec Zidane qui plus est, il n'y a jamais de confirmation que ça se passe vraiment en France. Lorsqu'elle rejoint le mondial de foot de rue pour représenter son pays, l'équipe des héros prend comme nom d'équipe les Bleus, et c'est dû au fait que par pur hasard, ils sont tous tout le temps habillés en bleu. Je suppose que la Compagnie des Célestins, c'était pas un nom assez laïque pour la série. L'avantage du nom Les Bleus, c'est que ça rend à la fois hommage à l'équipe de France et à l'équipe d'Italie. Foot de rue est une coproduction franco-italienne. Quoi qu'il en soit, même si la série se passe très vraisemblablement en France, elle adapte une histoire qui se passe dans une dictature. Il n'y a qu'un seul langage, la répression. C'est pas une excuse. Curieusement, ils s'en rappellent dans la saison 2 que la France a des lois à ce sujet. Le fait que les autorités et les adultes en général soient méchants, c'était indispensable pour justifier la pratique d'un sport dangereux et clandestin. Le réalisme est approximatif, ce qui ne serait pas un problème si la série ne manifestait pas autant l'ambition de retranscrire ce que c'est qu'être un enfant défavorisé qui doit survivre à un monde des adultes trop peu indulgents et de s'adresser aux jeunes qui sont dans cette situation. Mais si on prend sur soi d'oublier cette tendance pseudo-docu-fiction pour ne retenir que la fable à la louange de l'enfance, ça passe. Parce que c'est ce que c'est, une louange à l'enfance. On a évoqué le chara-design de requins et de ses équipiers, les requins du port, avec leurs ailerons et leurs branchies. Les équipes de foot de rue ont une iconographie très particulière. Loin d'être tenues de porter un maillot d'équipe, c'est même interdit de le faire dans le bouquin, les joueurs portent souvent des costumes exubérants en accord avec le nom de leur équipe, où le sensationnel côtoie souvent le commun dans un mélange qui fait bien comprendre qu'il est question d'une contre-culture des quartiers défavorisés. Les vampires des boulevards, les vagabonds du parc, les fantômes de la cité, les barracudas du centre commercial. Parfois, le nom de l'équipe est plus lié à une caractéristique physique partagée par ses membres. Et quand les équipes d'autres pays entrent en scène, leur iconographie fait plus souvent référence à des origines ethnoculturelles réelles ou fantasmées. C'est le cas des Celtics et des Sai-Sai qu'on citait tout à l'heure. Mais dans tous les cas, ce côté anarchique fait très enfant perdu, et en ça, cette imagerie valorise bien des qualités propres à l'enfance. Pas l'enfance des images d'Épinal, évidemment. Les héros ne sont pas du tout des êtres purs et innocents, et ils ne sont franchement pas à l'abri des problèmes des adultes. Mais ils ont la force de créer et faire survivre un espace dans lequel ils ont le droit d'être des enfants, selon les règles qui leur paraissent justes, et suivant les objectifs qui leur paraissent importants. On reproche parfois à cette série d'encourager les enfants à l'indiscipline, et c'est vrai en ceci que les héros font quelque chose d'illégal, se rendent coupables de nuisances et de dégradations qu'on serait objectivement en droit de leur reprocher, persistent à le faire malgré les avertissements, et sont quand même présentés comme les héros. Mais le foot de rue est malgré tout quelque chose de très réglementé, et les enfants sont très disciplinés dès qu'il s'agit de ce règlement. Enfin, jusqu'à la saison 3, où d'un seul coup, on nous sort de nulle part un épisode où Requin doit rédiger un règlement de foot de rue, alors que le dit règlement a toujours existé. Bah c'est la saison 3, le scénario s'y égare très souvent. Je pense que l'idée derrière cet épisode n'est pas de dire que le foot de rue n'avait pas de règles avant, mais de montrer que laisser les détails à la discrétion des arbitres permet une flexibilité pas toujours juste, mais nettement préférable à la rigidité qu'imposerait une très longue liste de règles strictes portant sur tous les aspects possibles d'un match. Comme la saison 3 n'est pas assez subtile pour ça, ça se transforme un peu en le foot de rue c'est la liberté, les règles c'est nul parce que c'est contre la liberté. Alors je préfère choisir de ne pas tenir compte de cet épisode. Dans la saison 1 en tout cas, il est assez clair que le foot de rue a des règles, minimales mais sensées et suffisantes, que seuls les gros cons refusent de respecter. Les gros cons en question sont généralement sanctionnés en étant rejetés par le groupe. Bref, ces enfants ont des valeurs, et si vous oubliez quelles elles sont, comptez sur l'insupportable générique d'Akhenaton pour vous le rappeler. Partage. Je l'aime bien moi ce générique. Il est prétentieux, fade, la mélodie est désagréable, et tout ça fait que le fait qu'il reste dans la tête est le contraire d'une qualité. Franchement, les génériques des saisons 2 et 3 sont plus classiques, mais ils sont infiniment plus sympas à entendre. Attends, je peux pas te laisser dire ça, ils sont totalement sans caractère, et c'est sûr que la mélodie peut pas être désagréable, parce que s'il y avait pas de mélodie du tout, ce serait pareil, tellement c'est oubliable. Le générique d'Akhenaton, au moins, il a ce côté atypique qui représente très bien l'état d'esprit de la série. Mieux en tout cas que les deux autres génériques. Accordons-nous sur un désaccord. La musique au sein des épisodes nous réconciliera. Elle est à la fois originale et agréable à entendre. Ouais enfin, quand c'est pas des chansons qu'elle là pour vendre les albums de la série, comme dans les saisons 2 et 3. Pas de tac en souvenir, pas de nom à écrire, sans visage.
visage, je suis né, il me manque ton sourire. Ah, je sais que tout le monde adore quand les Japonais font ça, mais non, c'est insupportable. Quand les paroles sont en français, c'est ridicule au point d'en être embarrassant. C'est les saisons 2 et 3, y a pas que le scénario qui s'y égare très souvent. De quoi on parlait avant de dériver sur les génériques ? Les valeurs du foot de rue. Oui, les valeurs. Amitié, Ah, mais n'en profite pas pour remettre cet extrait! Bon, en réalité, au départ, le véritable credo du foot de rue est secret et solidarité. Est-ce à dire que le générique donne une version kid-friendly et politiquement correcte? Pas seulement. Solidarité englobe les valeurs d'amitié, de respect, de partage et de fair play. Et l'enjeu de la série étant de convaincre peu à peu les adultes de laisser le foot de rue devenir légal, le secret n'est pas tant une valeur à poursuivre qu'une condition à remplir en attendant des jours meilleurs. Et une culture qu'il faut savoir préserver en prévision du retour des mauvais jours. Et donc, le monde du foot de rue n'est pas l'univers nihiliste et délinquant que ses détracteurs imaginent ou veulent imaginer. C'est juste une alternative, une sous-société qui ouvre ses bras à ceux que la vraie société rejette. On a reproché à foot de rue de glorifier l'insubordination des enfants, mais toutes les précautions sont prises pour montrer que si les enfants se rebellent, c'est par nécessité. Et le fait que leur objectif à long terme soit que le foot de rue devienne légal compense. Qui ouvre ses bras à tous, pas juste à ceux que la vraie société rejette. Le foot de rue ne fait pas de différence entre les classes sociales, et c'est à démontrer ça que sert le personnage d'Héloïse. On ne l'a volontairement pas présenté au cours de notre résumé non plus, parce qu'on l'a réservé pour maintenant. À la base, notre équipe de héros avait un gardien de but, Tony. Mais celui-ci n'était pas trop dans l'esprit du foot de rue. On ne pouvait pas lui faire confiance pour couvrir les arrières des copains et être là quand on avait besoin de lui. Les héros décident donc de le remplacer par la première candidate qui se présente, Héloïse. Héloïse est la fille du comte Riffleur, le bienfaiteur qui finance l'institut où sont scolarisés nos héros. Elle est donc immensément riche, habite dans une très grande maison avec un très grand jardin, une piscine et un court de tennis pratique pour s'exercer à rattraper les balles. Mais il y a quelque chose dont elle manque. En effet, tout orphelins qu'ils sont, les héros ont quand même à leur côté plusieurs adultes aimants et attentifs qui veillent sur eux et les protègent. Héloïse, elle, est négligée par ses parents. Vraiment négligée. Un peu à la façon dont les technos sont négligés par les leurs. Bon, il ne serait pas complètement exact de dire qu'elle n'a aucun adulte aimant à ses côtés. Il y a sa grand-mère, mais celle-ci est dans un fauteuil roulant et les parents d'Héloïse la considèrent comme complètement impotente. On nous la présente comme un personnage qui ne parle pas. Dans les scènes où elles sont ensemble, Héloïse fait les questions et les réponses. Du coup, il y a longtemps une ambiguïté sur la lucidité de la grand-mère. Il finit par s'avérer qu'elle a gardé toute sa vivacité d'esprit, mais que comme Héloïse est la seule qui s'intéresse vraiment à ce qu'elle a à dire, elle ne parle plus que quand elle est seule avec Héloïse. Quoi qu'il en soit, c'est pas tellement cet adulte-là qui va pouvoir veiller sur Héloïse et la protéger. Autant dire que notre petite comtesse a tout autant besoin du foot de rue que ses camarades orphelins. Vu l'ambition que ça peut être de vouloir créer un microcosme où tout le monde ait les mêmes chances et les mêmes droits, que les adultes ne puissent pas corrompre, on s'attendrait à ce que les fondateurs de ce microcosme soient campés comme étonnamment matures, intelligents et rusés. Mais non, et c'est ça qui rend la réussite d'autant plus remarquable. Au-delà de la tendance commune d'absolument toutes les séries sur des préados de surestimer l'autonomie qu'on a à cet âge-là, que ce soit les personnages principaux ou l'équipe rivale du jour, les joueurs de foot de rue sont des enfants. De vrais enfants, limités comme des enfants. Ils sont esclaves de leurs émotions, cèdent à des impulsions malencontreuses, se disputent pour des queues de cerises et font des erreurs. Mais aucune de leurs impulsions d'enfants immatures ne parle plus fort que leurs valeurs. Et quelles que soient leurs erreurs, ils ne feront jamais rien qui soit contraire à l'esprit du foot de rue, parce que cet esprit est leur culture. Sauf dans la saison 3 où, pendant un épisode, ils sont pris d'un esprit de compétition qui fait qu'ils ne peuvent pas envisager qu'un membre de leur groupe puisse être sympa avec l'équipe adverse sans être un traître. Oui, bon, c'est la saison 3, le scénario s'y égare très souvent. Le fait qu'elle s'égare se voit au personnage de Tag. Ça commence durant la saison 2 et se confirme dans la saison 3. Les scénaristes étaient si peu inspirés qu'il est souvent indispensable que Tag devienne un gros con pendant toute la durée de l'épisode, sinon la situation se résoudrait en 5 minutes. Mais normalement, un gros con, c'est précisément ce qu'il n'est pas. Il aime le foot de rue justement parce qu'il n'en est pas un. Il aime l'équité, le fair play, la solidarité entre joueurs au-delà de la rivalité entre équipes, et s'il tient à gagner, c'est plus par volonté de faire de son mieux et de se dépasser que par volonté de vaincre les autres. Sa position de capitaine dans son équipe se justifie par le fait qu'il a à la fois la maturité et le bagou nécessaire. Il n'est pas parfait pour autant, il est très sensible et trop fier pour l'assumer, mais il est aussi compétent qu'on peut l'être à son âge pour diriger une équipe. À part ses compétences de capitaine, sa caractéristique par rapport à ses camarades, c'est de rêver grand. C'est lui qui entraîne les autres dans le projet du mondial. C'est surtout celui qui ose et qui donne l'impulsion. La plupart des actions qui mèneront à la réalisation et au bon déroulement du mondial, il les inspirera, il ne les mènera pas lui-même. Ce qui est tout ce qu'on lui demande, puisque Foot de rue est avant tout une série sur l'impact que peut avoir le foot sur la vie des enfants défavorisés. Et l'effet inspirateur est bien montré via Tag et son équipe.
Tag sert en général à montrer les responsabilités que ça implique d'être l'inspirateur. Dans la saison 2, ce rôle sera partagé par toute l'équipe. Mais principalement assumé par Tag quand même. On a dit que le scénario des saisons 2 et 3 n'était pas très inspiré, et qu'il impliquait souvent que Tag devienne un gros con pendant 20 minutes pour que l'épisode puisse durer ce temps-là. Et si c'est le cas, c'est parce que Tag reste celui sur lequel les autres vont calquer leur comportement. Si lui est con, personne n'entraînera les autres sur le droit chemin pendant sa crise de conneries. Du coup, même si j'apprécie pas quand un héros se conduit mal, je dois reconnaître que c'est efficace pour montrer quelles sont les conséquences quand tu es un modèle pour les autres et que tu te conduis mal. Surtout que la façon dont Tag est con quand il est con est toujours justifiable par le fait qu'il est jeune et immature. Gabriel est le personnage intelligent, c'est-à-dire que c'est lui qui réfléchit aux stratégies. Parce que Foot de Rue se débrouille pour nous faire croire que le foot est un sport où les intellectuels sont avantagés. Oui, bon. Disons simplement qu'il est doué pour la géométrie de Deadshot et est capable d'indiquer en temps réel à ses coéquipiers où il faut tirer et sous quel angle pour avoir la série de rebonds qu'il faut pour marquer. À part sur ce point, la série n'est pas très au clair sur ce que signifie stratégie au foot. La plupart du temps, quand il s'agit de décider s'il faut jouer défensif ou offensif, et qui doit être en attaque, c'est Tag qui s'en occupe. Gabriel, sinon, c'est la bonne poire qui se dévoue aux autres et ne reçoit jamais que de l'ingratitude en retour. Il est fils de Médecins Sans Frontières, ceci explique sans doute cela, et l'attitude de ses parents est assez claire quant à qui est prioritaire entre lui et des enfants inconnus du tiers-monde. Ceci explique sans doute cela aussi. Puisque tout le monde, même les méchants, le considère comme le plus mature, on pourrait s'étonner qu'il ne soit pas celui qui ramène tout le monde à la raison quand Tag déconne. Mais il est souvent la victime, parfois simplement absent pendant les crises les plus graves, et le reste du temps il n'est simplement pas assez affirmé pour tenir efficacement le rôle du médiateur. Vu son passif familial, ce n'est pas très étonnant. Il réussit également le tour de force d'être premier de la classe alors qu'il fait le mur toutes les nuits pour aller jouer au foot, ce qui est moyen niveau crédibilité. Mais les gens ont tendance à imaginer que les premiers de classe sont juste des gens naturellement doués qui savent tout sans jamais avoir besoin d'apprendre, donc je crois qu'aucun spectateur ne décrochera de l'intrigue à cause de ça. Tag et No sont jumeaux. Oui, je sais que vous y pensez tous, mais non, rien à voir. Malgré la tentative de la saison 3 de leur donner des différences de caractère, ils sont un seul personnage à deux têtes. Curieusement, bien qu'il n'ait pas vraiment de signe distinctif, tout le monde reconnaît du premier coup d'œil lequel est Tag et lequel est No. C'est l'un des cas où on doit admettre que dans leur réalité, les héros voient des détails que le dessin n'est pas assez précis pour retranscrire, mais qui permettent infailliblement de distinguer Tag de No. Enfin, à moins que ce soit la saison 3, que le jumeau aperçu soit de dos, et que le fait qu'on les confond tout le temps soit le sujet de l'épisode. Sur le terrain, ils sont forts parce qu'ils sont ensemble. Ils ont mis au point une technique. Oui, je sais que vous y pensez tous, mais non, rien à voir. La raison pour laquelle Tag et No sont jumeaux, c'est probablement parce qu'il y a des jumeaux dans la compagnie des Célestins. Et la raison pour laquelle ils ont une technique, c'est parce qu'il n'y a pas 36 façons d'exploiter le fait que des personnages soient jumeaux. C'est peut-être le bon moment pour évacuer la comparaison avec Olive et Tom. Là où Galactic Football se distinguait par le réalisme avec lequel la série parle de football, Foot de Rue se distingue par son réalisme tout court. Les situations présentées visent une crédibilité que, typiquement, Olive et Tom ne visaient pas tellement. Les acrobaties des personnages de Foot de Rue sont extravagantes, mais pas plus que dans n'importe quelle série d'action sérieuse, et en tout cas pas autant que dans Olive et Tom. Ce qui frappe, c'est avant tout la gestion des blessures. Loin des joueurs agonisants d'Olive et Tom qui insistent tout de même pour aggraver leurs fractures quitte à mourir d'une crise cardiaque sur le terrain, les blessures dans Foot de Rue sont plus à échelle humaine, juste assez graves pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas risquer de les rendre irréversibles, mais aussi assez légères pour qu'un joueur joue d'abord et avant tout parce qu'il peut jouer sans mettre son avenir en jeu. C'est significatif. Foot de Rue cherche à s'ancrer dans la réalité, ou dans quelque chose qu'on pourrait vaguement prendre pour la réalité. Bref. À part leur gémellité et leur technique, Tag et No ne sont pas juste du même caractère, ils sont surtout de caractère assez indéfini. Ce qui les distingue surtout, c'est que ce sont eux, et pas les autres, qui ont le potentiel pour devenir des joueurs professionnels de football. Ça leur fait bien quelque chose d'être négligés par leurs parents, mais ils s'expriment peu à ce sujet et à côté de ça, ils trouvent légitime que leur mère ne s'intéresse à leur potentielle entrée à l'Olympique de Port-Marie que dans la mesure où ça lui permettra d'acheter une machine à laver avec leur salaire. Avant la saison 3, ils se rebellent peu et se distinguent peu. Ils sont les Jack William Dalton. Bon, c'est-à-dire qu'ils sont Jack et William Dalton. Héloïse, comme ça arrive souvent quand il y a un seul personnage de fille dans le groupe de garçons, est la plus mature et la plus raisonnable. Ça ne se démentira pas, même dans les saisons 2 et 3, où elle a pourtant un arc personnel, vu que la méchante de ces saisons est son ennemie à elle. Les seules réactions un peu bêta qu'elle aura se feront dans le cadre de son intrigue amoureuse. Et encore, ça sera toujours plus nunuche que bêta. On a déjà eu l'occasion de dire que les intrigues romantiques ne sont pas le point fort de cette série. Les dialogues romantiques. Sur le papier, si on fait abstraction de combien elles sont desservies par des conversations tartes, les intrigues elles-mêmes sont crédibles et correctes. Ok, c'est de franchement mauvais goût d'introduire un William ou une situation de type William le temps d'un épisode, et d'encore plus mauvais goût que dans les saisons 2 et 3, le William soit à chaque fois un homme adulte de 25 ans bien tassé qui drague une gamine de 13 ans, mais à part ce petit détail, on voit ce qui rapproche les couples.
on voit ce qui les fait durer, ou ce pourquoi ils ne sont pas à prendre plus au sérieux que ça. Vraiment, les dialogues sont le seul vrai problème. Dommage, c'est un problème rédhibitoire. Pas grave, parce qu'au final, la série n'est pas sur ça. Non, la saison 1 est sur la légitimité de s'évader dans quelque chose quand le monde des adultes est trop cruel, et les saisons 2 et 3 sur la responsabilité que ça implique d'être devenu un modèle pour toute une génération. Enfin, la saison 2 surtout. La 3 n'est que la deuxième moitié de l'intrigue amorcée dans la 2, qui, du fait d'être un prélude, se prêtait davantage à traiter le sujet, les responsabilités qu'on a quand on est un modèle. C'était pas une mauvaise chose que ce dernier sujet soit traité. Sans compter que l'officialisation du foot de rue permet d'évoquer d'autres éléments importants de l'univers du sport, comme les supporters qui gâchent les matchs et le dopage. Et puis, c'est dans les saisons 2 et 3 que la série se met à multiplier les références amusantes ou recherchées, et il y a même un caméo de Chucky de ces dessins animés là. Ça, je crois pas que ce soit une référence. Mais si. Il faut parler un peu de la place des saisons 2 et 3. La saison 1 est incontestablement une œuvre complète. Toutes les problématiques soulevées dans la saison 1 sont résolues dans la saison 1, mis à part peut-être celle de la famille disparue de Tag, ce qui n'est pas bien grave puisque la question de l'avenir de Tag est, elle, résolue. Comme la série croit à la rédemption, les intrigues personnelles des différents méchants trouvent elles aussi un dénouement, ce qui laisse peu de place pour une suite. Sans compter que, même si la série n'a à ce stade pas encore parlé de dopage ou de responsabilité des modèles, elle a déjà parlé de beaucoup de choses, y compris d'aspects du foot auxquels on ne pense pas forcément immédiatement pour ce genre d'histoire, comme les sponsors ou la couverture médiatique. Sans compter aussi que la série trouve une méthode astucieuse pour que la fin ne détourne pas l'attention de la vraie conclusion, qui est que la Coupe du Monde de foot de rue a bien eu lieu, contre vents et marées, jusqu'à la finale, jusqu'à ce que la popularité de cette finale fasse définitivement de l'expérience un succès. Une suite ne pouvait que revenir sur l'idée que c'est ça la conclusion importante. Le faire était une mauvaise idée, mais pouvait malgré tout fonctionner. Les saisons 2 et 3 vont ensemble, la 2 est le prélude de la 3. Cette suite, dont je parle donc au singulier, est loin d'être aussi catastrophique qu'elle l'aurait pu. Mais elle n'en valait pas la peine. Puisqu'elle existe, on peut l'apprécier pour ce qu'elle est, mais si nous pouvions remonter le temps et donner un conseil aux auteurs, nous leur dirions de rester sur la conclusion de la saison 1. Le truc majeur que fait la saison 2, c'est changer le cast principal. Les méchants de la saison 1 ayant été définitivement neutralisés, il était essentiel d'introduire de nouveaux méchants, à moins de faire preuve d'un mauvais goût que la série a fort heureusement su éviter. Modifier l'équipe des héros, par contre, est plus incongru. Ça sort moins de nulle part que dans Galactic Football, étant donné qu'il était déjà amorcé que les jumeaux allaient quitter l'équipe après le mondial, puisqu'ils avaient été repérés par l'OM. Pardon. L'Olympique de Port-Marie. Et on n'essaie pas non plus de nous faire croire que ces personnages ont toujours été là, comme on fait pour Marc dans Galactic Football. Mais donc, les jumeaux partant, et le mondial s'apprêtant à être reconduit pour une nouvelle édition, nos héros doivent recruter de nouveaux joueurs. Ces deux nouveaux joueurs sont Jérémy et Samira. Jérémy s'incruste de force, Samira est recrutée parmi un vaste panel de candidats en dissimulant le fait qu'elle est une fille, car les Bleus sont soudainement devenus machos alors qu'ils l'étaient pas dans la saison 1. Ils considéraient que les filles étaient des joueurs comme les autres. Pour la défense de la série, la situation est particulière. Il s'agit de relever le défi d'une équipe de délinquants particulièrement violente sur le terrain. Tag a davantage de raisons de se préoccuper plus de force brute que de niveau technique pour ce match. Mais c'est clair que c'est pas dans l'esprit de la saison 1. Si on exclut l'histoire de son recrutement et le fait qu'elle sortira avec Jérémy sans trop de conviction ni d'investissement, juste parce qu'être les deux petits nouveaux dans une équipe ça rapproche, il y a assez peu de choses à dire de Samira. Elle n'est pas fade ou vide, mais il y a très peu d'épisodes centrés sur elle. Elle n'intéressait pas les scénaristes, qui étaient trop occupés à faire tourner tous les événements autour de Jérémy. Jérémy, c'est un peu comme une figurine en argile à laquelle les auteurs ont voulu rajouter des décorations, puis encore des décorations, puis encore des décorations, et à force de surcharger la figurine, ils ont écrasé l'argile sous le poids de ses attributs et se sont retrouvés avec des gravats bien décorés. Tous les épisodes apportent de nouveaux éléments sur Jérémy, qui sont pas forcément tous incohérents, mais qui manquent de cohésion, et il est impossible de retenir une vue d'ensemble de ce qu'il est. Bah, il est le type qui se vante, mais qui se fiche de donner une mauvaise image de lui, qui se rebelle, mais qui veut faire les choses dans les règles, qui veut gagner à tout prix, mais qui pense que l'important c'est de profiter de la vie, qui est irresponsable, mais qui trouve du travail pour se procurer de l'argent de poche et qui, jusqu'à preuve du contraire, semble parfaitement capable d'assumer les responsabilités que ce travail implique. En fait, ce qui est constant chez lui, c'est que dès que le scénario a besoin que quelqu'un dise un truc con pour inciter Tag à faire une bêtise, c'est lui qui le dira. Mais le truc con en question ne sera pas toujours cohérent avec le truc con de l'épisode précédent. Ce qui fait qu'en plus d'être énervant, ça fait de Jérémy un personnage difficile à cerner. Et pour une raison obscure, les scénarios se focalisent énormément sur lui, à tel point que c'en est parfois indécent. Il y a dans la saison 2 cet épisode sur le travail des enfants en Asie, dont la moitié est consacrée à des scènes comiques sur Jérémy qui apprend le kung-fu.
Non, Jérémy est clairement le chouchou des auteurs, alors que, même en faisant abstraction de ses contradictions, il n'est pas plus intéressant que les autres personnages. Est-ce que c'est parce qu'il est LE jeune à problème, représentatif de ceux auxquels les auteurs de la série espéraient s'adresser? En tout cas, cette attention démesurée qu'il reçoit de la part du scénario ne contribue pas à le rendre sympathique aux yeux du spectateur. On n'est pas conditionné à apprécier Jérémy, à force de se le faire imposer comme ça tout le temps. Mais le personnage avait un bon potentiel. C'est donc l'enfant à problème qui a un passif familial assez lourd et fait n'importe quoi jusqu'à ce qu'il ait la chance d'être recruté par une équipe de foot de rue qui lui permet de trouver un peu d'équilibre. Ça aussi, c'est un truc qui aurait manqué à la série si Jérémy n'y avait pas apporté. Les autres héros ont des passifs familiaux assez lourds aussi, mais aucun n'a autant de mal à le gérer que Jérémy, et aucun ne vire aussi mal que lui à cause de ça. Quand on a ça en tête, on peut se discipliner à supporter la façon dont les histoires le mettent constamment sous le feu des projecteurs au détriment des autres. Admettons que le concept de Jérémy soit authentiquement original par rapport à ce que proposait la saison 1. Ça ne change rien au fait qu'on aurait largement pu se dispenser des saisons 2 et 3. On peut débattre de si la fin de la saison 1 est une fin fermée, mais en tout cas c'est une fin satisfaisante. On l'a dit, les saisons 2 et 3 ont du coup le mérite de ne pas être aussi catastrophiques qu'elles devraient. Et j'insiste sur le fait que c'est méritoire vu qu'elles prolongent une série qu'il aurait mieux valu laisser telle qu'elle. Mais elles sont tout de même décevantes. Comme on l'a dit, le principal problème a l'air d'être un manque d'inspiration générale, si bien que souvent, pour que l'épisode dure 20 minutes, il faut que Tag soit débile. Ressort raisonnablement crédible, certes, j'en ai convenu, mais redondant, et manifestement utilisé juste parce que les scénaristes n'avaient pas assez d'idées d'enjeux qui peuvent tenir 20 minutes pour faire une saison entière. Donc n'en parlons pas. Les frasques de Jérémy et les égarements de Tag ne sont pas le seul ressort employé par les saisons 2 et 3 pour tenir 20 minutes d'épisode. Il y a aussi la nouvelle méchante, Victoire. Elle remplace Ben, le méchant de la saison 1. Ben était un ennemi pour Tag, Victoire est une ennemie pour Héloïse, comme on l'a dit. C'est une méchante typique de saison 2, complètement over the top à tel point que sa méchanceté et ses méthodes atteignent des niveaux presque surnaturels. J'ai dit typique de saison 2 parce qu'à force on finit par prendre l'habitude de voir apparaître tardivement ce genre de méchant bizarre. Mais ce qui est exagéré chez Victoire, c'est uniquement le dosage. Sa principale motivation est de nuire à Héloïse. Faire du foot n'est que le moyen qu'elle a trouvé pour ça. Son jusqu'au boutisme est aux limites de la psychopathie, un peu comme Azula dans Avatar le dernier maître de l'air, ce qui choque plus dans une série sur le foot que dans une série d'aventure. Ben allait loin, et son talent pour mettre au point des plans diaboliques qui fonctionnent en dépit de toute vraisemblance faisait parfois lever un sourcil, mais ses motivations étaient plus crédibles, et ce n'était quand même pas un psychopathe. Victoire, outre les coups bas et les attentats quasi criminels pour lesquels sa culpabilité est difficile à prouver, elle n'hésite pas à faire de l'anti-jeu pour gagner, surtout dans la saison 2. Autrement dit, elle ne dissimule absolument pas sa malveillance, qui devrait au moins lui valoir l'impopularité auprès des spectateurs qui sont floués dans leur désir d'avoir un beau match à regarder à cause d'elle. Qu'elle puisse se hisser jusqu'aux phases finales de la compétition dans ces conditions est totalement aberrant, mais le même scénario, moins caricatural, aurait sans doute été plus convaincant, car l'évolution de Victoire dans l'intrigue obéit malgré tout aux mêmes règles que les autres méchants. Si le personnage n'est pas crédible, c'est à cause de l'exagération qui rompt avec l'ambition de réalisme de la série. L'idée générale, elle, n'est pas une trahison. De la même manière, dans tout ce que la série peut se mettre à avoir de faiblard à partir de la saison 2, rien ne vient contredire ou effacer ce qui rendait la saison 1 si plaisante. Et en dépit de leur intelligence et de leur sympathie à géométrie variable, les personnages restent attachants jusqu'au bout. Même Jérémy et Samira. Ainsi, la saison 3 a eu l'intelligence de garder Jérémy et Samira et de faire revenir les technos, pour terminer en beauté sur une vraie fin, encore plus définitive que celle de la saison 1, histoire d'être vraiment sûr que l'aventure ne dure pas assez longtemps pour péricliter plus. Ah, la fin. Parlons-en de la fin. Quoi, elle est bien? Elle est surtout déprimante. En tout cas, elle m'a déprimée. C'est pas un défaut en soi, elle est déprimante parce que crédible, logique et bien faite. Mais comme on a dit en début de vidéo, la conclusion est que l'enfance, si c'est si précieux, si c'est si important de pas la laisser gâcher par les adultes, c'est parce que quoi que tu fasses, quel que soit ton mérite, ça finit. Ça a le mérite d'être vrai. Ça n'a pas le mérite d'être quelque chose dont les enfants n'ont pas conscience à moins qu'on le leur dise. Ils le savent tous, ça n'est pas forcément utile de le leur jeter à la gueule de manière aussi inéluctable. Ce n'est pas une série à suspense, donc on n'enlève rien à le raconter, mais la série se termine par l'équipe obligée de se séparer et laissant, dans une relative joie et bonne humeur tout de même, la place à une nouvelle génération de futurs champions. C'est marrant parce que Galactic Football se termine un peu pareil. Mais ça, on l'a déjà dit. Bon, honnêtement, quand je dis que la série se termine en beauté et quand on dit que la fin est bien faite, on exagère un peu. L'idée est intéressante. Quitte à avoir fait une suite à la saison 1, il était nécessaire qu'on nous propose une conclusion un peu dans ce goût-là. Cette fin s'inscrit totalement dans la vocation de cette série à être porteuse de messages et à proposer une réflexion un peu plus générale que les héros gagnent parce qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ont beaucoup appris pendant leur parcours. Mais l'exécution n'est pas au top.
Cette fin est amenée, mais passe par quelques péripéties un peu ridicules et très critiquables. La fin de la saison 3 n'est donc pas complètement à la hauteur de celle de la saison 1, et nous avons eu l'occasion de dire dans la vidéo sur Galactic Football que cet aspect, le temps de la relève, y était mieux géré. Oui bon par contre, Foot de rue ne se termine pas sur un cliffhanger à la con, elle, c'est une vraie fin, une fin finie. Et donc, dans la plus pure tradition des dessins animés, on a fait une suite. Ça compte pas. Malheureusement si, c'est bien une suite. Avec une autre équipe, un autre sport, un autre graphisme, mais un personnage commun, Tag, qui a vieilli mais tout de même le Tag de Foot de rue, plus un caméo d'Héloïse. C'est bien une suite. Tu parles d'une suite? Cette série sert à démontrer tout ce qui marchait dans Foot de rue en prouvant que dès qu'on le retire, ça ne marche plus. Tu avais dit que la saison 1 était sur le fait de se battre pour ses idéaux, que la saison 2 était sur les responsabilités que ça implique d'incarner des idéaux aux yeux des autres, et que la saison 3 n'avait pas vraiment de thème particulier, mais était quand même dans la continuité des autres thèmes. Foot de rue extrême est surtout sur le fait d'apprendre à compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Histoire de me faire l'avocat du diable 30 secondes, la fin de la saison 1 était déjà une sorte de fin fermée. Et tout comme lui faire suite nécessitait de raconter l'après de la lutte pour les idéaux, c'est-à-dire donc le fait de les incarner et continuer de les faire vivre, faire suite à la saison 3, qui se conclut par l'avènement de la nouvelle génération, implique de présenter cette nouvelle génération. Ce que fait Foot de rue extrême. Voilà une façon bien indulgente de présenter les choses. Foot de rue extrême, c'est l'histoire des gosses de riches pourri gâtés qui désobéissent aux adultes et pratiquent des sports dangereux pour eux et autrui, non pas par nécessité de se préserver, mais par pur caprice. Ce n'est pas du tout la nouvelle génération qu'annonce la fin de Foot de rue, ce sont d'autres gosses qui en sont au contraire très éloignés. Et avant toute chose, pourquoi de la 3D? Alors d'habitude je plus sois quand tu râles contre la 3D, mais franchement, cette 3D là n'est pas si mal. À tout le moins, les textures des personnages sont moins laides que celles de Land First Quest. Les décors sont plutôt jolis, l'animation du mouvement est superbe, les chorégraphies sont époustouflantes, le support est hyper bien exploité et les textures sont raisonnablement convaincantes. Mais l'ensemble, non, je suis désolée, ça marche pas si bien que ça. Une belle animation, c'est bien, mais à vouloir en faire trop, on finit par faire n'importe quoi. Du fait d'avoir des chorégraphies spectaculaires, la série met en scène des acrobaties niveau Olive et Tom, voire pire pour le coup. Autant pour l'ancrage dans les réalités qu'on prêtait à Foot de rue. Et parlons un peu de Chara Design. Je ne pense pas qu'on puisse objectivement qualifier le graphisme de Foot de rue de meilleur que celui de Foot de rue extrême. Mais tout de même, les choses passent toujours mieux en 2D avec des contours épais pour insister sur l'aspect irréaliste. Toute question de création mise à part, j'insiste sur le fait que cette série, du fait d'être une suite après fin fermée, aurait dû être bien plus mauvaise que ça. Or, elle est regardable. On va la résumer en une phrase, pas plus. On suit une équipe de foot de rue extrême, c'est-à-dire de foot de rue avec des règles en plus, qui livre dans chaque épisode un match contre une des 4 autres équipes en lice pour les présélections de la nouvelle Coupe du Monde. C'est une série non feuilletonnante, avec un problème et sa résolution par épisode. Les thèmes qui y sont abordés font pas le figure à côté de la série d'origine, mais si on oublie la comparaison, ils ne sont pas si inintéressants. C'est effectivement, comme tu l'as dit, une série qui apprend aux enfants des morales un peu basiques. Mais c'est pas un problème en soi. Après tout, notre première vidéo était sur Franklin. Qui plus est, c'est pas franchement des morales mal choisies. Je pense notamment au fait que si les adultes interdisent de monter sur les échafaudages, c'est pas pour être chiant mais parce que c'est dangereux. Et que si tes camarades te dénoncent, ils te sauvent peut-être la vie en le faisant. Autant la première affirmation est très souvent formulée dans les dessins animés, autant dénoncer l'autre, fût-ce au nom de l'intérêt général ou de la sécurité de tous, est une pratique plutôt taboue en France. Condamnable par nature et au mieux un mal nécessaire, au point que je n'ai pas été capable de trouver un synonyme de délation qui ne soit pas péjoratif pour cette réplique. La faute sans doute au traumatisme de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me semble en tout cas que les dessins animés pour les 8-12 ans encouragent rarement à dénoncer ses camarades, pour quelque prétexte que ce soit. Mais Foot de rue extrême, en gardant tout de même, en dépit des acrobaties Olive et Tomesques, l'ambition d'être ancré dans les réalités, c'est faire preuve de ce genre de nuances. De ce fait d'ailleurs, je ne trouve pas les personnages mauvais. Ils sont immatures, et comme ils ne sont pas des gamins défavorisés, on n'a pas vraiment de sympathie pour leur immaturité, car on ne peut du coup pas lui trouver les mêmes excuses, mais la façon dont ils réagissent et évoluent n'est pas moins crédible que celle des personnages de Galactic Football. Disons-le quand même franchement, les aspects subversifs de Foot de rue ont pour l'essentiel disparu dans Foot de rue extrême. Bon, c'est vrai que les saisons 2 et 3, avec leur foot de rue qui n'est plus illégal, sont plus policés et plus politiquement corrects que la saison 1. Contrastant avec le gag sur le racisme qu'on a montré en début de vidéo, la saison 2 qualifie pudiquement les Roms d'étrangers. Oh merci, je fais pas travailler les étrangers. Bon, même dans la saison 3, la série ne rechigne pas à faire des gags un peu osés de temps en temps. Gap, chez les Maasai, vous rigolez, il est bien trop petit. Et en plus, faudrait qu'il soit noir. Mais c'est vrai d'une part que la saison 1 était plus crue, et d'autre part que Foot de rue extrême paraît franchement fade en comparaison de Foot de rue. On a un sentiment de gâchis quand on voit les moyens techniques qui ont été investis dans cette série alors que c'est un peu service minimum du point de vue des scénarios et insipide du point de vue du style. Mais au final, son principal péché est de revendiquer l'héritage d'une autre série bien meilleure, bien mieux faite et bien plus profonde. Par contre, je crois qu'on sera d'accord que son générique est le pire des 4. Y'a les gars, y'a les filles, mon
Je peux le concéder, encore que je trouve les génériques des saisons 2 et 3 de foot de rue très mauvais aussi. Bref, Foot de rue, la seule, l'unique, la vraie, est une série sérieuse et profonde, qui pourrait peut-être passer pour édulcorée si on la compare au roman d'origine, mais qui assume malgré tout autant qu'il faut le fait d'aborder des sujets sombres et durs. Le résultat, c'est qu'elle émeut, donne de l'espoir, sans pour autant pécher par optimisme, fait rire, passionne, et surtout, elle fait s'intéresser des gens allergiques au ballon rond comme nous au foot, ce qui relève suffisamment de l'exploit pour qu'on affirme qu'elle mérite qu'on s'en souvienne. Si tu veux vraiment me battre, autant te prévenir tout de suite. Nous, on se bat. Qu'avec ça, j'oublierai jamais que tu as le sang de cet enfoiré dans les veines. Et pour ça, crois-moi, je te ferai morfler à chaque occasion. Eh bien, moi, je suis sûre qu'on est en train de perdre, alors on discutera plus tard, d'accord? Faut pas faire ça! Faut pas lui mettre de la terre dessus parce qu'après, il pourra plus aller travailler, mon papa! Et si on essayait de créer un forum du foot de rue? Au fait, si je réussis à créer la pierre, j'utiliserai ses pouvoirs pour rendre son corps à mon frère Hal. Et ensuite, je la détruirai pour que personne ne puisse s'en servir. Et la finale de demain, on fait quoi? Et pour maman? Sa machine à laver? Pardon, je me demandais, je peux ouvrir ma fermeture éclair? Ici, on est au port. Et au port, c'est moi qui décide. Fais pas le con, c'est la chance de ta vie. Si t'arrives à tenir le coup jusqu'au mariage, tu seras peinard jusqu'à la fin de tes jours. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Foot de rue, c'est du foot de rue. Quand on joueur du terrain, c'est du foot de rue. Quand le but nous appartient, c'est du foot de rue. C'est du foot de rue. Fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Toujours prêt pour un nouveau défi.